le figement se situe à un moment particulier, c'est quand l'organisme suspecte, suppose qu'il n'a plus aucun moyen, qu'il ne reste plus, qu'il va mourir et qu'il n'a aucun moyen d'échapper à la mort. Bonjour Dominique. Bonjour Lélia. Alors aujourd'hui, on va parler des réactions qu'on peut avoir face à un traumatisme ou un choc et qu'on peut garder, on va dire, dans la vie de tous les jours sans avoir le choc présent. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler des différentes réactions qu'on a et les développer pour mieux les comprendre? Oui, oui, bien sûr. Et d'abord, je voudrais dire, mon intention, c'est surtout de parler du figement, parce que autrement, la réaction au stress, c'est toute la psychologie. C'est, c'est toute notre vie, notre capacité d'adaptation ou de non-adaptation et difficulté d'adaptation. Mais là, un des aspects les plus importants et les plus handicapants, je dirais, c'est les réactions de figement et d'anesthésie, je pense qu'il nous affecte tous à un certain niveau et qui est difficile au départ même d'identifier, que nous pouvons être sous des formes d'état de choc et d'anesthésie handicapantes. Parce que pour moi, ça ressemble, c'est une forme d'handicap, je dirais, qui affecte notre corps et qui affecte nos capacités intellectuelles de, de se retrouver sous ces réactions physiologiques d'état de choc. Et je pourrais commencer par un souvenir personnel. Je me rappelle, j'étais déjà dans la quarantaine, quand j'ai vraiment pris conscience que je vivais beaucoup dans la peur. J'étais en séance de thérapie, puis la thérapeute, à un moment donné, elle me dit, Dominique, est-ce que tu peux visualiser ton enfant intérieur pour que nous explorions, je ne sais plus de quelle émotion il s'agissait, qu'on regarde la source de ton émotion. Et puis là, cette thérapeute a été très juste, elle m'a dit non, arrête, c'est pas la peine parce que tu es entré en état de figement et tu n'arrives plus à fonctionner. Et ça a été une immense révélation. J'ai pu prendre conscience qu'en fait, le moment même où elle me demandait de, d'opérer une tâche pendant la séance de thérapie, eh bien, tout mon corps est entré en état de stress par des souvenirs d'enfance, justement. Il faut que je performe, il faut que j'arrive à visualiser mon enfant intérieur et il faut que j'arrive à pouvoir lui dire quelque chose qui a du sens. Mm. Donc, je vais me soumettre à ce qui est perçu comme une demande de l'autre, ce qui était une proposition, une invitation, mais qui est perçu par l'organisme avec les mémoires d'enfant comme étant une injonction et curieusement de cette injonction que je suis en danger si je n'arrive pas à répondre à cette demande de l'environnement. Et cela, pour les personnes qui ont une enfance traumatisante comme la mienne, eh bien, c'est perçu par l'organisme, même physiologiquement, comme un danger, c'est très étrange, mais danger extrême, même danger de mort. Et à ce moment-là, il y a une réaction de paralysie qui empêche de fonctionner. Et, je commence par cet exemple parce que ça a été le point tournant pour moi
d'une transformation intérieure extrêmement importante, de pouvoir reconnaître ce que c'était, que je pouvais être en état de figement, d'avoir une personne sympathique qui m'aide à l'identifier, qui me l'explique, qui m'explique ce que c'est, parce que c'est quelque chose de physiologique qui a besoin d'être expliqué, qui a besoin d'être compris dans les mécanismes hormonaux et nerveux. Et là, ça m'a permis de prendre conscience que même quand je suis ou quand j'étais, parce que je pense que ça s'est quand même bien atténué depuis, avec des personnes bienveillantes, même avec ma petite amie, ma femme, que je pouvais euh, très souvent rentrer en état de figement où je ne peux plus fonctionner. Et je me suis rendu compte plus tard, aussi en travaillant avec les gens, combien ça peut affecter même dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, dans les relations de travail. À tout moment, dans de multiples situations, l'organisme peut se mettre dans un certain état hormonal et nerveux à cause d'une réactivation de traumatismes de l'enfance qui n'ont pas été guéris et qui sont là toujours dans la potentialité d'être réveillés. Même si la situation présente ne représente aucun danger. Donc, si j'entends bien, cette réactivation, ça peut être lié à quelque chose d'anodin qui nous fait revivre l'émotion de quand on était enfant. Enfin, d'où vient justement cette réactivation et qu'est-ce qui fait qu'une personne se retrouve de nouveau dans ce figement? Oui, alors, déjà, tu mets, je ne sais plus exactement quel mot tu as dit, mais comme quelque chose d'anodin, je crois. Oui. Et c'est un concept qui est mis en évidence par une école qui s'appelle le décodage biologique, donc la compréhension psychosomatique. C'est qu'il peut y avoir des déclencheurs anodins, on appelle ça de mini-événements. Mhm. Et ça peut même, un camion qui passe, et il y a un mot ou un numéro sur le camion, une couleur, je ne sais pas quoi, et que ça va, sans que je le sache, rappeler à mon organisme quelque chose de traumatique. Par exemple, que quelqu'un s'est fait écraser par un camion qui avait la même couleur, quelque chose comme ça, par exemple. Et sans que je fasse le lien complet, mon organisme peut entrer dans un état second ou un état de plus ou moins de paralysie et de difficulté à fonctionner dans l'état présent. Alors que concrètement, il y a 1000 camions qui passent devant moi et ce n'est pas, il n'y a pas de problème. Hein. Pour moi, j'ai vécu ça à un moment donné. Alors, enfin, déjà, pour dire, ces événements anodins, dans le décodage biologique, on va dire que c'est mini, un événement mini, mais qui est maxi aussi. On appelle un mini-maxi, parce que la réaction de l'organisme peut être maximale. Par exemple, moi je suis né en situation de guerre. Et donc, toute la panique dans ma toute petite enfance comme bébé, et pas seulement ma panique, la panique de ma mère qui me portait, qui est dans une tranchée, et en protégeant le bébé. Hein. Et c'était une époque, en 1944, tout début 1944, où il y avait d'immenses défilés de bombardiers et d'avions qui passaient au-dessus de notre maison pour aller, on était dans l'est de la France, le vrombissement des avions. Et toute mon enfance, j'ai entendu les souvenirs de comment c'était terrorisant, et on entendait même les explosions en Allemagne à 200 km. Ils entendaient les explosions. Et parfois, il y avait un vol
de petits bombardiers ou je ne sais pas quoi, de chasseurs qui passaient au ras-motte au-dessus de la maison pour envoyer des bombes sur un aérodrome qui était à 2 kilomètres. Mais pareil qu'ils lâchaient les bombes au-dessus du toit de notre maison, et les bombes avec l'élan, elles allaient 1 kilomètre plus loin. Je ne sais pas exactement comment. Voilà. Et, et au cours de mes démarches thérapeutiques, à un moment donné, eh bien, ne serait-ce que le bruit d'un avion, et je sentais que tout mon corps entrait en stress. Il y a un moment donné où les couches d'anesthésie, les couches d'oubli, je dirais, que l'organisme met pour pouvoir survivre dans la vie courante, c'était aminci ou dissipé, et pendant quelques mois, voire même quelques années, c'est des choses qui prennent du temps à guérir. Hein. Et je me suis trouvé en Inde à une fête qui s'appelle Diwali. Et Diwali en Inde, c'est une fête où, pour chasser les démons, je ne sais plus quoi, enfin, les mauvais esprits, tout le monde lance des pétards. Et toute une nuit, c'est des explosions à droite, à gauche. Et les enfants s'amusent aussi. Si vous traversez, vous passez dans la rue, surtout si on est un occidental, ils vous en envoient sournoisement un pétard dans les jambes, quoi. Et je me rappelle que la première année où j'étais dans cette situation-là, combien ça m'a fait vivre des moments de panique. Donc, c'est événement mini, effet maxi sur l'organisme. D'accord. Et j'imagine que les événements maxi, du coup, ça va être quelque chose de plus important. Non, le maxi, c'est la réaction. C'est-à-dire, c'est la compréhension que des événements minimalistes, Oui. comme un pétard, Mhm. et mon organisme va réagir d'une façon maximale, comme si c'était une bombe. D'accord. Et donc, là, tu peux, toi, te rendre compte que tu es en figement ou que tu es en réaction. Dominique, est-ce que tu pourrais nous parler des autres réactions au traumatisme et justement, où est-ce que le figement prend place parmi ces autres réactions? Oui, oui, il s'agit vraiment des réactions traumatiques et le, le, le figement se situe à un moment particulier, c'est quand l'organisme suspecte, suppose qu'il n'a plus aucun moyen, qu'il ne reste plus, qu'il va mourir et qu'il n'a aucun moyen d'échapper à la mort. C'est le plus extrême. C'est ce qu'on appelle à proprement parler le figement. Maintenant, il y a eu des chercheurs en neurosciences qui ont travaillé beaucoup sur les situations traumatisantes et ou extrêmement stressantes, où notre vie peut être en danger, et les différentes façons d'y faire face. Et je pense que c'est un chercheur américain, Hans Selye, je crois, si je ne me trompe pas, qui a défini ce qu'il a appelé les 3 F. Alors en anglais, c'est fight, flight or freeze. C'est-à-dire, tu te bats, de combattre. Flight, c'est courir vite. Et freeze, c'est à proprement parler le figement, tu gèles sur place. Fight, c'est il y a un lion qui se présente devant toi. Tu es Tarzan, ça va être le premier, lui, il va regarder le lion dans les yeux, et il va se précipiter sur le lion qu'il menace, et il va l'étouffer dans ses bras puissants. Il va lutter contre le lion. Voilà. Donc, tu m'attaques, j'ai conscience que je suis le plus fort, en tout cas que j'ai des chances d'être le plus fort, et tu vas voir de quel bois je me chauffe.
Ça, c'est une réaction qui va mobiliser des tas de réactions hormonales Alors, et neurologiques. petite question, est-ce que la personne est vraiment consciente qu'elle est plus forte ou c'est plus une réaction Ben, inconsciente de il je vaut me bats, mieux, mais il vaut mieux que ce soit réel. Autrement, ben, tu vas te battre et puis t'es bouffé. Hein. Si le Tarzan, il fait boum, 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 boum sur sa poitrine puis il y va alors qu'en fait le lion est 10 fois plus fort que lui, ben, tant pis. Hein, tant pis pour lui. Et il aura mal évalué son organisme parce que ça, c'est vraiment l'organisme. Parce que il y a dans ces situations-là, au niveau neurosciences, on sait que l'organisme réagit extrêmement vite parce que c'est souvent des fractions de secondes et court-circuite complètement notre cerveau conscient, le cerveau frontal. Voilà. C'est beaucoup plus le cerveau reptilien, le cerveau immédiat de réaction à la survie. Et à ce moment-là, il y a des commandes nerveuses qui se font, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Il y a tout le sang est rendu disponible pour les muscles rouges, la puissance musculaire, hein, et tout le sang se vide du système digestif. Ce qui fait que tout se contracte et que quelqu'un qui se trouve à la guerre, qui se trouve en face d'un animal sauvage où il va se battre, eh bien, il chie dans sa culotte parce que, pouf, il y a une réaction complètement de contraction de tout le système digestif pour que le sang soit disponible pour le cerveau et pour les muscles. d'accord. Alors, et c'est aussi bien une réaction nerveuse qu'hormonale. Et dans les réactions hormonales, il y a une anesthésie qui n'est pas paralysante. L'anesthésie qui n'est pas paralysante, c'est que si je reçois un coup ou que je suis griffé par le lion, je ne le sens pas. Enfin, je sens que ça arrive, mais je n'ai pas de douleur. Et c'est l'adrénaline en particulier qui fait ça. Et l'adrénaline est utilisée pour anesthésier une dent quand on fait une extraction dentaire. Et c'est quelque chose qui est fait qui est produit par, par les capsules surrénales, par des glandes qui sont des glandes endocrines qui sont les capsules surrénales. Et c'est tout un équilibre extrêmement complexe de tout le corps qui change et ça se fait en moins d'une seconde. C'est immédiat. Par exemple, moi j'ai été dans une situation en Inde où un arbre mort s'est écroulé sur un restaurant en plein air où il y avait peut-être 200 personnes, un arbre immense. Hein. Les termites avaient bouffé la base, il était mort, personne n'y avait fait attention, et tout d'un coup, au milieu de la journée, tranquillement, on entend et puis et toutes les branches qui explosent, etc., etc. Eh bien, il n'y a presque personne de blessé. Et les gens ont réagi. Bon, moi, j'étais sur le bord, je me suis juste écarté. Il y a des gens qui sont passés sous les tables, et il y a quelques personnes qui ont été saisies et sont rentrées dans la réaction du figement, et donc qui ne sont pas sauvés et qui ont été blessés. Et dans la réaction immédiate, ma réaction immédiate à ce traumatisme, cette situation traumatisante, je me suis précipité pour aider. J'ai accompagné quelqu'un qui avait perdu connaissance. Je l'ai aidé avec mes connaissances d'acupression, etc., à revenir, à lui parler doucement, à presser sur certains points, etc., jusqu'à ce que, pas moi, quelque chose comme 3-4 minutes après, il y avait déjà des médecins, j'étais dans une communauté, il y avait un petit centre médical, voilà, il y a vraiment tout de suite, il y a eu une intervention médicale et qui a pris en charge cette personne. Et pouf, l'instant d'après, quand les médecins ont pris en charge, je me suis retrouvé sur le côté
j'avais plus les hormones de stress et tout ça, où tout mon corps a déchargé, je suis tombé en pleurs là, et tout mon organisme a relâché en pleurs. Et j'étais plus dans la réaction là, d'une certaine façon, c'était aussi fight. Il y a un traumatisme, il y a des gens blessés, je fonce dans le tas, je fais ce qu'il y a à faire. Donc, mon organisme, à ce moment-là, a réagi avec le système d'adaptation fight. Et qu'est-ce qui fait, donc on va voir les autres réactions, qu'est-ce qui fait que notre corps va réagir plutôt en fight, en fly ou en freeze? Et est-ce que notre corps réagit toujours de la même façon? Alors, ben non, puisque les situations ne sont pas les mêmes. Mhm. Donc, c'est vraiment un système d'adaptation. Et là, on va le voir plus tard, c'est que je vais réagir aussi en fonction de mes traumatismes passés. Voilà, donc de ce qui est inscrit dans mes cellules et que mon organisme va avoir tendance à interpréter. Ben, c'est comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, un petit monoplane, un petit avion qui passe au-dessus de ma tête. On est en l'an 2002, tout va bien et là, tout d'un coup, j'ai des sueurs froides parce que est-ce qu'il va lâcher une bombe? Mon organisme dit est-ce que c'est un avion qui vient mitrailler le camp d'aviation à côté de chez nous? Tu vois. Donc, là, évidemment, et pendant des situations, ben, je vais là dans le fait de l'arbre qui s'écroule sur un restaurant, sur une terrasse de restaurant, ben, ma première réaction, c'est la fuite. Oui, là, j'ai déjà fait. Je me suis écarté. Donc, j'ai eu là, c'était pas la peine. Je ne suis pas Tarzan, je ne suis pas un éléphant et je ne peux pas retenir l'arbre qui tombe. Donc, là, c'était la réaction la plus adaptée. Ensuite, il y a la deuxième réaction, c'est voilà, maintenant il y a évaluation de la situation, je fonce dedans. Et là, très probablement, mon néocortex s'est mis en marche. Il y a des gens qui ont besoin. Donc, c'est déjà une réaction plus élaborée que juste sauver. Et, qui a pris un peu plus de temps, je suppose. Et puis, la troisième réaction, c'est la fin du stress et c'est une décharge. Et c'est aussi une réaction, mais c'est à ce moment-là, quand quelqu'un, après un gros stress, un gros traumatisme, est capable de pleurer, et surtout si à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui est capable de le prendre dans les bras et dit, vas-y, tout c'est fini, tu as fait au mieux, tout va bien, eh bien, à ce moment-là, les réactions, il ne va pas y avoir beaucoup de stress résiduel. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on a pu voir aussi, c'est que les personnes, parce que tu me dis, est-ce qu'on va tous réagir de la même façon? Non. Chacun va réagir avec ce qu'on appelle la résilience. Donc, et la résilience, c'est la capacité à s'adapter à des situations qui peuvent être extrêmement traumatiques, mais de la meilleure façon. Et les gens qui sont animés dans une situation de stress, de meilleure résilience, auront très peu ensuite de suites neurologiques. Ce qu'on appelle en anglais PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder. L'exemple classique, c'est un avion qui ramenait d'Argentine au Chili une équipe de football du Chili ou d'Argentine, je ne sais plus en tout cas qui était là, et qui s'est écrasé dans les Andes. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un cas d'école. Et là, le capitaine de l'équipe, je crois que c'est l'équipe d'Argentine, je ne suis pas sûr, c'est peut-être celle du Chili, pardonnez-moi si je fais une erreur. Et en tout cas, il y a eu une personne qui a pris la direction des opérations de survie. Et c'était déjà le capitaine de l'équipe, donc quelqu'un qui a dans ses gènes, je dirais, dans sa capacité d'être le leader. Et donc, qui a complètement assumé. Il a fait des choses extrêmement
courageuse d'aider les gens à se confectionner des vêtements pour résister au froid. Enfin, ils étaient à, je ne sais plus, 3000 mètres ou 4000 mètres d'altitude, etc. Il a été dans un côté, il a fabriqué des cordes avec enfin, puis il a été comme alpiniste d'un côté pour essayer de s'en sortir. Il n'a pas trouvé d'issue de ce côté-là. Après une journée de marche, il est revenu, il s'est réchauffé, il est reparti de l'autre côté. Finalement, après, je ne sais plus, 3 jours de marche dans la neige avec 2 personnes courageuses qui l'ont amené, je crois qu'ils étaient 3, et ils sont arrivés au premier village pour alerter et pour que ensuite il y ait les secours qui se passent. Et les gens qui n'avaient pas cette réactivité, cette résilience, ont eu beaucoup de, de suite à ça. C'est là qu'on dit ils ont besoin d'aide psychologique, etc. Alors que les gens qui réagissent, qui font ce qu'il faut, habituellement, c'est un tremplin dans leur vie. Ils vont Alors, continuer encore mieux. j'entends, mais il y a un peu quelque chose en fait qui me dérange, c'est que dans certaines situations de figement, enfin, moi en tout cas ça m'est arrivé, je suis physiquement, mais même mentalement, dans l'impossibilité de réagir. Donc, il y aurait cette envie de pouvoir réagir, Alors, par exemple ton exemple de pouvoir prendre les devants comme ça, mais comment on fait justement quand on est dans cette incapacité, piégé justement dans ce figement oui, ou dans ce... alors, là, oui, on y vient, on y vient. Mais c'est évidemment, je sens que c'est la question qui te taraude le plus parce que c'est très concret. C'est comment, là, tu me dis que tu peux faire l'expérience d'être dans un espace traumatisant, même pas nécessairement très traumatisant, et d'être complètement paralysé, pas savoir quoi faire. Et ça peut être que je passe la nuit je me rappelle, j'étais avec une amie, on était dans la maison de campagne de mes grands-parents, qui est une vieille, vieille, vieille maison, et dans laquelle la nuit, il y a des poutres qui craquent, il y a des petites souris qui peuvent se promener sur la toiture, enfin, c'est une maison vivante. Et ma compagne était complètement paralysée de peur, à en hurler pendant la nuit, à perdre tout bon sens. Voilà. Alors que moi, j'ai vécu toute mon enfance, j'allais en vacances chez mes grands-parents, j'adorais cette maison et je m'y sentais complètement en sécurité. Voilà. Mais je voudrais terminer avec les 3 F parce que c'est, tu vois, dans les 3 F, on a donc vu fight, Mhm. flight, se sauver. C'est là quand je suis dans la situation et je sais que je pourrais courir plus vite ou j'ai une chance en courant. C'est curieux parce qu'en parlant, je me rends compte que j'ai été plusieurs fois dans ma vie dans des situations comme ça. Je me rappelle d'être en Colombie-Britannique, dans les montagnes, enfin les montagnes côtières, mais qui sont des grosses montagnes, l'équivalent des Rocheuses, et d'être dans un coin où je savais qu'il y avait des grizzlies et des ours, etc. Et on m'avait même dit qu'à cette période-là, les ours étaient dangereux parce qu'ils manquaient de nourriture et ça leur arrivait d'attaquer. Et là, j'étais tout seul dans une petite cabine, enfin un mini chalet au bord d'un lac idyllique et tout. Le matin, je sors, dans les grandes herbes, le soleil, tout ça. J'écris une lettre, je ne sais plus qui, installée sous un arbre. Puis j'entends des froufrous tout autour, des froufrous, des froufrous. Et puis tout d'un coup, le froufrou, hop, je vois les herbes qui s'entrouvent, c'est des grandes herbes, presque d'1 mètre de haut. Et face à moi, à 1,50 m, un visage d'ours, gros, mais gros comme ça. Je ne mens pas, comme ça. Je suis en train de cadrer dans mon imagination, mais je pense que c'était réel. Un ours gros comme ça, une tête, juste la tête comme ça qui doit. Et là, eh bien, j'ai tout lâché et j'ai couru à toute vitesse vers la cabine pour m'y enfermer. Et en courant, je jetais un coup d'œil derrière moi
Et j'ai vu que l'ours avait été aussi surpris que moi, et il était dans la même réaction, que lui sautait à toute vitesse dans l'autre sens. Donc, on était tous les deux dans flight. L'ours et moi, on était tous les deux dans la réaction flight. Et finalement, je l'ai vu grimper à un arbre pour se mettre à l'abri. C'était un truc que j'étais en montant au sommet d'un sapin. Bon, voilà. Donc ça, c'est la deuxième réaction, c'est quand mon organisme interprète qu'en me sauvant, j'ai une chance. Ça peut être aussi dans les situations de guerre, quand les gens se trouvent dans une situation où même c'est irraisonné, c'est très difficile parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui se trouve on lui dit allez, baïonnette au canon et on passe à l'attaque. Et puis il y a des gens qui, au lieu de passer à l'attaque, vont faire demi-tour et se sauver en lâchant tout. Tu vois, et on peut les fusiller, on peut faire tout ce qu'on veut après, n'empêche que ça a été leur réaction, ils n'ont pas pu faire autrement. Et déjà là, euh, j'en avance sur ce que je voudrais dire, mais on ne peut pas condamner, on ne peut pas savoir, et on ne peut pas se condamner soi-même par rapport à la réaction qu'on va avoir, ni condamner quelqu'un en le traitant de pleutre, de peureux, etc., de ne pas avoir fait face devant une situation absolument désespérée. Et puis, alors, là, le troisième F, c'est freeze, et c'est vraiment le figement dont on parle principalement. Mais il y a quelqu'un il y a aussi une école aux États-Unis qui a parlé d'un quatrième F, qui est le fawn, F-A-W-N, fawn. Et ça, c'est une réaction, je dirais, qui peut être plus chronique et apparemment, enfin, si quand même, plus douce. C'est une réaction aussi, mais d'adaptation, c'est je meurs, je disparais si je ne me conforme pas à ce que le monde extérieur attend de moi. Donc là, tu peux voir aussi tout de suite l'importance que ça a par rapport aux injonctions parentales, l'espace de terreur qu'il peut y avoir dans, dans une famille, tu vois, l'espace de terreur. Ça peut être une terreur douce, c'est-à-dire il n'y a pas de coups, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'agression directe, mais le climat est tel que je ne subsiste que si je m'adapte. Et dans cette adaptation, pour qu'elle soit parfaite, il y a aussi des réactions, je dirais, neurologiques. J'étouffe mes besoins, j'étouffe, ça étouffe les sentiments de mes besoins, parce que le besoin de survie, d'être accepté, d'être pris soin dans la famille ou dans le milieu ou à l'école est plus fort que le respect de ses besoins. Et ça, c'est énormément d'entre nous aussi, c'est une partie importante de notre psyché, de notre système d'adaptation. Et ça peut aller jusqu'au point où nous devenons complètement faux. En psychologie, c'est ce qu'on appelle vivre sur un faux self, un faux soi. On ne sait même plus qui on est parce que on se trouve complètement identifié à. Et c'est pas réfléchi. Hein. On me demande ça, il faut que je m'adapte. Comment je peux répondre le mieux possible à ce qu'on me demande. Et dans cette situation-là, je ne peux pas m'épanouir parce que je ne peux pas être, je n'ai pas le droit, je ne peux pas être moi-même. Hein. Alors, maintenant, j'ai aussi signalé le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Quand j'ai été soumis à des situations de guerre, des situations de violence extrême,
Et les chercheurs ont mis ce post-traumatic stress disorder en évidence, hein, le syndrome de stress post-traumatique en français, surtout à partir de la guerre du Vietnam, où les psychiatres se sont intéressés à la situation des vétérans qui revenaient de la guerre. C'est plus dans la réaction immédiate, et ça peut être ce qui demeure, pas seulement des situations de guerre, mais des situations de stress traumatique de la petite enfance ou de l'enfance ou même de l'adolescence. Quand je vis dans une famille dysfonctionnelle, ou quand au-dessus de mon berceau, il y a des parents qui s'envoient des assiettes, eh bien, c'est exactement la même chose que pour le bébé que j'étais, où il y avait des bombardements et des choses qui volaient en éclats à quelques kilomètres de là. Le corps réagit, et on dit que je crois que 3 minutes de situation de bombardement pour un bébé, son système neurologique est atteint pour le reste de sa vie. C'est-à-dire, il y aura des courts-circuits neurologiques qui sera toujours difficile à compenser. Et donc, dans des familles où il y a eu beaucoup de cris et de choses cassées, même des gens blessés, voire des meurtres. Et puis, en tant que psychothérapeute, je veux dire que j'en ai quand même eu au cours de ma vie, je sais pas, de 40 ou 50 ans de pratique. J'en connais, j'ai certainement eu entre 20 et 30 clients, c'est quand même une proportion non négligeable, sur des thérapies au long terme, qui ont vécu des situations de meurtre ou de suicide, etc., autour d'eux, enfants. Donc, c'est d'accepter, de reconnaître que c'est pas rare. Hein, c'est pas rare. Ça fait partie de la vie, n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Et donc, le stress post-traumatique, le syndrome de stress post-traumatique, quand j'ai été soumis à ce genre de choses, le plus souvent, ça a été la panique, ça peut être la fuite, ça peut être blessé, ça peut être surtout figé, des moments de figé. Donc, on est dans le freeze, le troisième F. Et on a beau, après ça, savoir que c'est fini, et pourtant, les traces demeurent. Tu vois, Boris Cyrulnik, je crois que c'est lui qui parle de ça, en tout cas, il en parle beaucoup de ces stress post-traumatiques pour lui-même avoir vécu ça dans son enfance, quand il a failli être embarqué dans les camps d'extermination. L'exemple type, c'est un singe qui, par mégarde, tombe entre les pattes d'un tigre. Il a manqué sa branche, il tombe entre les pattes d'un tigre. Le tigre fait... Et il a le réflexe de se lécher les babines. Le singe regarde dans les yeux du tigre, il n'a aucune chance, il freeze, il fige complètement. Et là, les réactions dans l'organisme, c'est production d'hormones de paralysie, déconnexion des centres nerveux, déconnexion des centres de la douleur, et c'est tous les mammifères ont ça, hein, parce que même le tigre ou le lion peut se trouver en face de je sais pas quoi, d'un plus fort que lui, ou à un moment donné d'être en danger, enfin en tout cas d'être en danger aussi. Et là, à ce moment-là, dans cet exemple type, le tigre, en fait, il n'a pas faim. Il vient de manger. Il est dérangé par le singe qui vient de tomber. Il le repousse de la patte et il continue son sommeil. Ou il s'en va un peu plus loin, digérer un peu plus loin. À ce moment-là, le singe, qu'est-ce qui se passe? Il est complètement anesthésié dans un état second. Et puis,
son organisme se rend compte qu'il n'est pas mangé. Donc, il y a quelque chose de nouveau et il prend conscience que le tigre est parti ou que le tigre ne s'intéresse pas à lui. Et à ce moment-là, toutes les commandes neurologiques et hormonales, c'est vite, il faut reprendre possession du corps, j'ai une chance. À ce moment-là, une des réactions qui permet de désactiver les hormones et de remettre l'organisme en marche, c'est être pris de tremblement. Et tu as peut-être connu ça après un gros stress, de te mettre à trembler. On dit bien trembler de peur. Mais déjà, quand il y a le tremblement, c'est que l'organisme essaye de se dégager de la peur. C'est une réaction de sortie de crise. Ensuite, il se remet sur ses pattes et il regarde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la vue est importante. J'identifie la situation. Donc, je reprends conscience. J'identifie la situation. Je vois que le tigre, il a un œil à moitié ouvert, mais il ne s'intéresse pas à moi. Et pouf, je saute, j'attrape une branche et je monte dans l'arbre. Et quand tout cela s'est fait, l'organisme est libéré. Le stress traumatique a été vécu et c'est dégagé. Et le singe, il va revivre sa vie, normalement. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les animaux en test de laboratoire sur lesquels on met en état de stress continuel, par exemple, leur donner de temps en temps une décharge électrique ou de façon complètement irraisonnée ou sans savoir quand il va recevoir, etc., ben, il va commencer à développer un certain nombre de symptômes. Et même ensuite, quand on le met dans une cage identique où il n'y a plus du tout de risque de décharge électrique, eh bien, le moindre bruit ou la moindre chose, le moindre stress, et il va avoir son corps qui va réagir 10 fois plus fort qu'un rat normal qui n'a pas vécu ce stress. Et pour les humains, ben, c'est pareil. Et quand un enfant vit pendant des années avec des parents qui se battent ou dans des situations de guerre, ce qui arrive, hein, des enfants syriens qui vivent avec tout le temps le risque qu'il y a une bombe qui éclate ou une mine qui explose qu'on n'a pas vue, ou un terroriste qui va vous envoyer dans les rues et qu'on a vu des gens qui étaient abattus comme ça. Bon. Eh bien, au bout d'un certain temps, il y a des systèmes hormonaux, des courts-circuits hormonaux et neurologiques qui se mettent en place et qui vont affecter tous nos comportements. Et ça a été bien mis en valeur par quelqu'un qui a été correspondant de guerre à Beyrouth. Il est resté deux ans à Beyrouth et quand il est revenu aux États-Unis, eh bien, il n'arrivait plus à fonctionner. Il avait changé de caractère, il était irritable, il dormait plus ou mal, tout un grand nombre de symptômes qui est ce qu'on appelle tous les symptômes comme ça, l'anxiété, difficulté d'être en relation avec sa propre femme, etc., qui peut créer un divorce. C'est ce qu'on appelle à proprement parler le syndrome de stress post-traumatique. Et une des compréhensions, c'est que nous sommes pour beaucoup, plus ou moins, toujours sous le coup de ce syndrome de stress post-traumatique. Donc, quelqu'un qui se retrouve dans un gîte et puis que l'aubergiste ou le responsable du gîte a jeté un coup d'œil que j'interprète, une femme j'interprète que, oh là là, mon Dieu, est-ce qu'il a des pensées de viol, etc., et qui ne va pas dormir de la nuit alors
que vraiment, le propriétaire du gîte, mon Dieu, il reçoit des gens tous les jours. Ça se saurait s'il violait toutes les femmes seules qui sont venues dans son gîte. C'est pas raisonnable. Et pourtant, une personne qui a été abusée ou voire violée ou abusée dans des situations de gros stress toute son enfance, eh bien, ne va pas pouvoir dormir de la nuit, être sur des résurgences de mécanismes biologiques, physiologiques. Et, et nous sommes, moi le premier, hein, et ça peut être, là on rejoint le concept de mini-maxi dont je parlais au début, ça peut être quelque chose d'aussi anodin comme ma compagne qui me dit, il faut que je te parle. Il faut que je te parle, qui est complètement neutre. Il faut que je te parle. C'est papa qui utilisait cette expression, il faut que je te parle. Tu as encore fait ça, je t'arrache les oreilles, je défais la ceinture et je te frappe. Donc, même quand quelqu'un me dit d'une façon neutre, ah, il faut que je te parle, ou même d'une façon, il faut que je te parle parce que j'ai tellement aimé ce que tu m'as fait ou le cadeau que tu m'as donné, je n'ai pas eu le temps de te remercier. Ça peut être ça. Et pourtant, dans une fraction de seconde, tout mon corps peut se mettre en stress et revivre une situation de stress, comme si j'étais en danger. Il faut que je te parle et je me retrouve à 8 ans ou 9 ans, à l'époque, hein, c'est dans les années 50, même la fin des années 40, le directeur de discipline qui appelle dans son bureau et qui dit ben voilà, tu as de mauvais résultats, viens ici, il me baisse la culotte et il donne une fessée. Et maintenant, tu vas te mettre à travailler. C'est des choses. Alors, pour moi, là, le souvenir que je mets là, c'est une certaine époque. Je ne pense pas que ça se fasse comme ça maintenant. Mais dans bien des milieux, qu'est-ce qui se passe dans des milieux dysfonctionnels, même dans des bonnes familles, euh, tu le sais toi-même, qu'il peut y avoir, ce n'est pas la même situation, mais il peut y avoir des événements qui sont tout aussi traumatisants que celui-là. Et j'ai à te parler à l'intérieur. Et là, et le visage, rien n'y paraît, tout va bien. Faut pas que je moufte, il ne faut pas que je manifeste quoi que ce soit. Danger. Et là toutes les hormones possiblement de figement, de crainte, tout qui passe dans l'intellect, dans l'observation, qu'est-ce que j'ai encore fait, le souffle coupé, la difficulté à fonctionner, le mental qui fige aussi, je n'arrive plus à penser. Il y a tout ça en l'espace d'un instant. Et je suis très touché de parler de ça parce que dans mon expérience de psychothérapie et pour ma propre thérapie, quand quelqu'un a pris le temps de m'expliquer ça, mais ça a été un soulagement extraordinaire. Un soulagement extraordinaire, une compréhension extraordinaire. Alors, tu me demandais aussi comment est-ce que je peux savoir si je suis en situation de figement ou bien si je suis dans une situation de grand calme et méditatif. Hein, tu m'as demandé ça. C'est une très bonne question parce que dans le quatrième F, found, ou dans la situation de figement, freeze, tout s'arrête. Et ça peut être interprété, le fonctionnement même mental s'arrête, et je suis en état de figement,
Et je pourrais, mon mental pourrait quand même interpréter, oh, je suis dans un espace méditatif. Et comment reconnaître si je suis dans un espace méditatif ou en état de figement? Quand je suis dans un état méditatif, il y a une présence dans laquelle le mental est ralenti, ne fonctionne que pour ce qu'il y a besoin. Je peux me mettre à une tâche intellectuelle, je peux arrêter à la tâche intellectuelle, ça ne tourne pas en boucle dans ma tête. Ça, c'est déjà un des signes. Ça ne tourne pas en boucle dans ma tête. Je ne suis pas en train de ressasser. Et l'ensemble, alors, je suis capable de me mettre à une tâche qui mobilise mon attention sur quelque chose de particulier. Quand la tâche se relâche, mon esprit, mon attention est globalisante. Je suis présent à mes sensations. Je peux savourer la pièce dans laquelle je peux entendre le léger bruit de mon chauffage électrique, je peux avoir le soleil qui arrive sur ma peau, je peux bâiller, d'ailleurs, de bâiller, c'est un bon signe que je ne suis pas en état de stress. On a du mal à bâiller quand on est dans un état de figement. Tout est comme ça. Donc, l'ensemble du corps est disponible et l'ensemble des sensations, donc les différents organes des sens, la vue, je peux voir qu'il y a un oiseau qui passe, je peux voir un papillon, je peux avoir, tiens, il y a une odeur de, de la cuisine ou du café, qu'il y a le café qui est en train de mijoter, je sens l'odeur du café, je suis disponible pour ce qui arrive. Dans l'état de figement, souvent, premièrement, il y a une diminution de l'acuité de mes sens, sauf l'alerte. Et même parfois, même l'alerte, quand il y a vraiment figement, tout est obscurci. C'est un état d'anesthésie, un état où je ne sens plus et où, à l'extrême, je deviens complètement inopérant. Je ne peux plus faire face à ce qui est. Et dans les états un petit peu moindres, moins catastrophiques que ça, à ce moment-là, il n'y a plus que la tête qui fonctionne et plus que le regard. Et le regard, et il y a beaucoup de gens qui souffrent de syndrome post-traumatique où le regard est surdéveloppé. Parce que pendant toute mon enfance ou toutes les années de guerre, il faut tout le temps que je sois aux aguets. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je peux sortir? Est-ce qu'il y a du monde dans la rue? C'est qui? Est-ce que j'entends un bruit d'explosion? Est-ce que j'entends dans la chambre de mes parents des éclats de voix? Tu vois? Donc là, le regard, la tête est mobilisée et possiblement l'intellect tourne en boucle. C'est plus disponible pour l'ensemble de la situation. Il y aurait aussi d'autres, mais pour s'en rendre compte, il faut déjà avoir une belle observation de soi, c'est-à-dire je peux avoir les mains moites ou les mains froides parce que il y a les nerfs, le système nerveux va amener le sang là aussi dans les organes qui sont nécessaires pour se battre ou pour la tension, tu vois. Et à ce moment-là, mais tout la microcirculation se resserre et il y a plus de, tu vois, il y a plus de sang dans les doigts, alors que tout le sang est dans les muscles rouges, par exemple. Et il peut y avoir aussi certain sentiment de nausée ou d'estomac complètement contracté. Je ne peux plus digérer ce que j'ai mangé avant, ça ne digère pas. Il peut y avoir dans certaines réactions extrêmes nausée, vomir ou faire dans sa culotte, pour des enfants qui sont en situation de gros stress. Ça peut être ça. Voilà.
Et c'est donc des états, mais l'endroit où je pourrais, c'est des états extrêmement différents de l'état méditatif, et l'endroit où je pourrais avoir une confusion, c'est l'endroit où je suis, où c'est complètement figé, sans que je sois vraiment conscient que ce soit tout figé. Mm. Et c'est dans l'état du quatrième F, found, que je ne saurais pas comment traduire vraiment en français. Tu vois, c'est l'espace où tout va bien. Mm. Je suis au-dessus de mes pompes. C'est en français ce qu'on dirait. Je suis au-dessus de mes pompes et je ne ressens plus mes propres émotions et je ne ressens pas l'émotion des autres personnes. Je suis devenu insensible. Voilà, c'est le terme insensibilité. Oui, tu voulais me poser une question? Euh, non, du coup, je pensais aux différentes du coup, formes de figement euh, qui peuvent, euh, qui peuvent exister, outre que justement ce que tu me disais du figement, euh, et, et donc je me disais dans le faun, comment justement quelqu'un fait à se rendre compte qu'il est vraiment pas bien, entre guillemets, parce que la personne, j'imagine, est tellement coupée de ses émotions que comment elle peut donc Mm-hmm. retourner à trouver ses émotions et même se rendre compte que l'état de fonctionnement n'est pas un état de fonctionnement qui est normal, entre guillemets. Oui. Alors, il y a des situations qui vont encourager la personne à fonctionner comme ça. Et il y en a d'autres qui vont finalement l'amener à prendre conscience qu'il y a un problème. Je prends par exemple une situation majeure. Là, j'ai vu plusieurs personnes, une clientèle, qui sont des pilotes d'avion. Le pilote d'avion, c'est ce qui est demandé, c'est complètement d'être hyper attentif, mais dans une hyper attentivité qui est hyper contrôle. Je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit à ressentir des émotions. Il faut que je fasse strictement attention à tous les éléments technologiques pour mener à bien. J'ai la responsabilité de 200 ou 300 personnes qui sont derrière moi. Donc, j'ai la responsabilité de vie ou de mort. Et dans cette situation-là, bon, c'est aussi, ça me rappelle, parce que j'ai vécu dans l'Ouest canadien, ces cow-boys qui descendent de temps en temps en ville, vraiment des vrais cow-boys, c'est-à-dire des gens qui encore maintenant passent la semaine entière à cheval dans les alpages, l'équivalent des alpages ici, pour aller voir les troupeaux qui sont en semi-liberté, enfin qui sont les guider, les ramener à tel endroit, identifier où ils sont, etc. Et ils descendent en ville avec leur pick-up, hein, ce qu'on appelle un pick-up là-bas au Canada, c'est le 4 roues motrices avec la petite benne derrière, comment on appelle ça, le truc derrière pour mettre les affaires. Mhm. Et puis, ils descendent avec euh, sur la vitre arrière de la cabine de conduite, il y a ce qu'on appelle un rack à fusil. Ils descendent, ils ont 3 carabines, ou une ou deux ou trois, qui sont derrière. Ce qui fait qu'ils peuvent à tout moment prendre la carabine. Et puis s'il y a un cougar qui attaque, ou quand ils sont à cheval, ils se baladent avec leur carabine. S'ils rencontrent un cougar qui est en train d'attaquer un veau, ben, ils tirent dedans. Et ils descendent en ville avec ça. Ouais. Et je me rappelle de parler avec l'un d'eux qui dit I am a man, I don't feel anything.
je suis un homme, je ne sens rien. Voilà, je suis un homme, j'ai réussi à ne plus rien sentir, je suis capable d'affronter les situations de danger, je suis capable d'affronter la douleur physique, je ne sens rien. Voilà. Et c'est curieusement un petit peu la même chose qui est demandée qu'un pilote d'avion ou un chef militaire. Il faut que je sois complètement en contrôle, et même s'il y a des blessés, s'il y a des situations catastrophes, eh bien, je dois garder la tête froide. On dit bien garder la tête froide. Tu vois. C'est donc, voilà. Donc, c'est une sorte, c'est une des réactions ou de contre-réactions donc, du figement. Est-ce qu'il existe d'autres contre-réactions justement au figement? Oui, mais alors, attends, je n'ai pas fini de répondre à ta question, ma chérie. Ah, Bon, parce que tu m'as demandé et euh, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là, oui. comment on évolue, puisque quand il y a cette réaction de faune, moi je dirais d'être au-dessus de ses pompes, qu'est-ce que c'est eh bien, comment en prendre, c'est même pas d'en sortir, la première phase pour en sortir, c'est déjà d'en prendre conscience. Et souvent, ça va être des situations extérieures ou des somatisations. Ça va être euh, ben, que je vais avoir à répétition des échecs amoureux. Mhm. Parce que moi, je me rappelle de quelqu'un qui était de ce type de personnalité et qui était tout fier, un homme, parce qu'il peut contrôler son éjaculation, ouais, l'hyper-contrôle, et qu'il pouvait, dans sa croyance, il pouvait satisfaire toute femme parce qu'il peut faire amour pendant 1 heure ou 2, lui donner tout le plaisir possible à sa femme, et elle doit être complètement satisfaite. Et je suis fier, je suis un homme. Hein. Et manque de chance, sa femme est de plus en plus frustrée. J'ai besoin de sentir ta vulnérabilité, j'ai besoin de sentir ton cœur, j'ai besoin que tu sentes ce que je sens. Et là, c'est tout d'un coup, tout mon système est en échec. Mon système de contrôle est en échec. Tu vois. Et ça peut être aussi perte d'un travail. Pourtant, j'étais hyper performant dans mon entreprise, et puis pouf, dégraissage dans l'entreprise, rachat, et hop, on vire la moitié des cadres. Et tout d'un coup, je me retrouve à 50 ans, alors que j'étais un cadre dirigeant en plein succès, je me retrouve sur le chômage avec, quand je fais une recherche d'emploi, vous savez, à 50 ans, maintenant on prend les jeunes, quoi. Hein. Et là, à certaines phases de la vie, certains événements dans la vie, eh c'est un effondrement total. Ce système-là s'écroule. Et là, il y a une brèche, et là, il y a souffrance, et c'est par cette souffrance-là. Une autre chose qui peut survenir aussi, qui va complètement faire tout basculer, c'est du jour au lendemain, j'ai un accident où on me fait un diagnostic de cancer. Monsieur, votre pronostic vital est entamé, vous êtes venu bien trop tard, voilà, vous avez un cancer du foie, ou encore, là, tout d'un coup, j'ai des amis à qui ça est arrivé, hein, même jeunes, là, dans la trentaine, on dit, voilà, un testicule qui enfle, qui devient rouge, etc. Ah, si vous avez un cancer galopant qui se, qui se manifeste au niveau du testicule gauche, il faut une ablation immédiate, sinon vous allez mourir. Et là, ça fait tout d'un coup, toute l'identification que j'ai à moi en tant qu'homme puissant, etc., mon ami ou mes petites amies, et puis tout d'un coup, je peux mourir, je vais passer sur la table d'opération, on ne sait pas si on va me sauver, et c'est une question d'heures pour survivre.
Ah, ça, ce sont des situations où le monde bascule et tout d'un coup, on se retrouve. Moi, j'appelle ça se retrouver de l'autre côté du décor. Il y a notre personnalité, il y a le théâtre de la vie, et puis je suis un thérapeute chevronné, je suis euh, vraiment en pleine forme, je suis en vacances, je joue dans les vagues de surf, je plonge à travers, etc. Et pouf, un faux mouvement, un mauvais massage, et tout d'un coup, en l'espace de quelques secondes, tordu de douleur, hospitalisation, pompe à morphine, perte de connaissance, etc. Et tout d'un coup, ce que j'appelle l'autre côté du décor, ben, c'est de se retrouver soit en prison, soit en hôpital, soit, voilà, soit en situation de guerre. Je me rappelle, l'autre côté du décor, c'est tout d'un coup, j'arrive en Inde, dans un aéroport où on, on doit aller à l'hôtel, et manque de chance, il y a des émeutes en ville, couvre-feu, et tout d'un coup, c'est glaçant. On nous met dans des camions militaires et on traverse la ville où il y a couvre-feu avec des checkpoints partout et des mitrailleuses à toutes les intersections. Et pas un chat dans les rues. Et sur la cabine du camion, il y a un cycle, vous savez, c'est les militaires de l'Inde avec leurs turbans qui sont là imperturbables et qui tiennent la mitrailleuse et qui surveillent tout autour. Et on avance comme ça à travers les rues jusqu'à l'hôtel. Et le lendemain matin, pour reprendre la correspondance, même jeu. Ben pour moi, c'est l'autre côté du décor. Nous vivons tous dans une illusion d'un décor sécurisant. Tout va bien. Mais en un seul instant, il peut y avoir un accident de santé, un accident de voiture, quoi que ce soit. Et dans notre vie, nous pouvons être confrontés au moment où on s'y attend le moins à des situations extrêmement traumatisantes. Et il y a deux choses. Je peux avoir un mini-maxi, c'est-à-dire quelque chose d'anodin qui provoque maxi-réaction, comme je peux avoir aussi euh, une situation maximale de stress et que je traverse en conscience et avec résilience, et où il n'y aura pas de suite traumatique. Mm. Tu vois, de mes voyages, d'avoir traversé des villes en couvre-feu, des choses comme ça. C'est impressionnant, mais ce n'est pas traumatisant. Mm. L'organisme, c'est tout des systèmes d'adaptation de l'organisme. Mais dépendant de mon passé et de mon enfance, je peux y réagir plus ou moins. D'accord. Et, hum, et du coup, quelles sont les réactions, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en situation de figement et qu'on s'en rend compte, bien évidemment. Alors, il y a deux cas de figure fondamentaux. Je suis en situation de figement euh, actuel. Il y a vraiment un événement qui déclenche et qui peut être un événement réel, qui peut être sur le lieu d'un attentat. Et puis, il y a qu'est-ce que je peux faire pour sortir d'un état de figement chronique dont être au-dessus de ses pompes, qui est la forme légère, et dont de paniquer quand on me demande comment vas-tu, et rien que du fait qu'on me demande comment je vais, je ne sais pas répondre et je me mets à bégayer. Mhm. Parce qu'on me demande quelque chose et il faut que je sois conforme ou il y a quelque chose de l'enfance qui est euh, restimulé. Hmm. Non, déjà, en situation réelle où je suis agressé, je dirais, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Ça peut être tellement par surprise, tellement dans l'instant. Et là, quand je parlais d'un arbre qui s'écroule sur une terrasse de restaurant, ben là,
j'ai bien réagi. J'ai bien réagi. Et pourquoi? Peut-être, peut-être, déjà, c'est à travers la thérapie, à travers certaines thérapies, c'est d'accepter de, de visiter nos émotions intenses, qui fait qu'une fois que je me trouve dans une situation d'urgence, je ne vais pas entrer en état de choc, moi, je ne vais pas figer. Mm. Je prends un exemple. Il y a des formes de thérapie comme qui sont le cri primal ou la respiration holotropique ou le rebirth, dans lequel volontairement, par des techniques de respiration, il y a aussi la méditation dynamique d'Osho, et avec essentiellement des techniques de respiration, je vais aider à dégager des émotions enfouies. Ce qui fait que je vais pouvoir retrouver dans une atmosphère sécurisée les cris, les peurs, et les dégager de mon corps et remettre en circulation tout ce qui peut être bloqué de façon chronique en moi. Et ce qui fait, alors pour moi par exemple, j'ai accompagné des centaines, voire des milliers au cours de ma vie de personnes en état de rebirth, en état qui font des catharsis dans des méditations et tout ça. Et d'aider même des gens à être en colère contre moi, parce que c'était au niveau thérapeutique, c'était bon de les aider à explorer la colère contre leur père. Tout ça. Et ça facilite. Je vois, j'arrive sur la route, dans la rue, dans un pays étranger, j'étais en Autriche, et quelqu'un qui tombe de vélo, c'est même pas qui tombe de vélo, qui pose son vélo, que je vois vaciller et qui s'écroule, victime d'une crise cardiaque. Et j'ai vu toutes les personnes autour s'affoler. Il n'y a qu'une personne qui ne s'est pas affolée, alors que c'était dans son village, hein, c'est moi. Je me suis approché, j'ai parlé doucement, j'ai fait les points de réanimation dans la médecine chinoise. Il a suffoqué, il a vomi, il a repris sa respiration, il m'a regardé, j'ai parlé doucement, j'ai dirigé les opérations, j'ai demandé d'amener une couverture pour qu'il soit au chaud, amener un oreiller. Bon, les gens autour se sont trouvés tout d'un coup dirigés, ont retrouvé leur calme. Est-ce que quelqu'un a appelé l'ambulance, etc. Bon, j'ai été dans ce cas-là la personne, mais aussi, il faut dire que en situation de groupe où j'anime des séances de rebirth, où il y a plusieurs personnes, quelques personnes qui peuvent revivre des émotions intenses, et je suis au milieu, et je dis voilà, ils vivent des émotions intenses, merveilleux, ça leur fait du bien. Et là, l'émotion intense de quelqu'un qui est en grosse crise, une crise cardiaque, et qui panique, qui avait les yeux complètement de terreur. Ben, je peux reconnaître les yeux de terreur et je peux être là pour lui. Je peux être là pour cette personne. Donc, le, de visiter et de prendre soin des émotions intenses et des souvenirs traumatisants qu'on a vécus peuvent me permettre de ne pas, de faire face d'une façon posée à une situation traumatique. Donc, je dirais comme remède, il y a cela. Ok, donc vraiment Passer. explorer ces émotions fortes pour pouvoir savoir comment y réagir. Oui. Je prends quelqu'un qui est au-dessus de ses pompes, là, qui est au-dessus, faune, qui sent plus grand-chose et qui sent plus beaucoup d'émotionnel. Si cette personne se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et va explorer en thérapie, déjà, il y a plusieurs choses, plusieurs aspects qui permettent de
de faire fondre. C'est comme une couche d'anesthésie, comme une couche d'ouate, écran entre ma conscience dans l'instant et ce qui pourrait se tramer à l'intérieur. Et je dirais qu'il y a, je dirais que le plus important, je crois, c'est de créer un environnement complètement sécurisant. Si l'environnement présente un stress excessif, même en situation de thérapie, bien, la personne va se mettre encore plus dans l'intellect. Et c'est très fort pour là, ça peut voisiner les états de schizophrénique ou de détachement du corps, de personnalité clivée. Je me détache de ce qui arrive vraiment et finalement, je peux en arriver à vivre dans un autre monde, être en délire ou être ouais, on peut être surpris de euh, quelqu'un qui est en face d'une autre personne qui souffre et qui se met à éclater de rire. Par exemple, il faut sentir, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu gèles comme ça? C'est quand même une insensibilité qui peut aller jusqu'à des points extrêmes. Et on pourrait juger cette personne-là, évidemment. Mais c'est pas à juger, c'est une des formes de ce figement. Et ça peut être de bâtir, et c'est une des choses pour moi avec ma partenaire, Marianne, partenaire en thérapie quand on anime des groupes, c'est la préoccupation de créer l'atmosphère la plus bienveillante possible et de se rendre compte que même les fois où j'ai pu essayer de provoquer ou de, de stimuler quelqu'un qui gèle pour l'aider à provoquer une sorte d'électrochoc, en fait, la plupart du temps, ça ne travaille pas, ça ne marche pas bien. Ça fait au contraire qu'envenimer les choses. Et par exemple, justement dans un groupe de rebirth ou dans la pratique de techniques cathartiques comme le charabia ou la méditation dynamique, je suis toujours extrêmement attentif quand il y a quelqu'un que je vois figé et des manifestations, c'est que la personne se bouche les oreilles. Je ne veux plus entendre qu'il y a des gens qui crient autour de moi. Je ne peux plus. Et là, tout de suite, il faut qu'il y ait quelqu'un, un assistant ou moi ou ma partenaire, qui aille s'occuper de la personne, qui la sorte du milieu, qui l'encourage, qui l'aide à revenir dans le présent, à laisser le choc se rassurer, à lui demander d'ouvrir les yeux, de voir que finalement, les gens, même quand ils crient, ça leur fait du bien et qu'ils sont même extatiques en train de crier. Voilà. Voilà. Et peu à peu, ces personnes-là, les personnes à qui ça arrive, c'est, je dirais quasiment, je suis certain que c'est toujours qu'ils ont été dans des familles où il y avait des cris et que l'on se retrouvait comme enfant dans une scène familiale. Et une fois que la personne est apprivoisée et se rend compte, elle se rend compte qu'elle a été figée. Et très souvent, au bout de quelques séances, avec beaucoup d'accompagnement, eh bien, elle va comprendre qu'elle a besoin aussi de décharger, de se nettoyer, de danser, de pousser des cris, vraiment de se secouer, etc. Mais il y a une phase d'apprivoisement. Et la phase d'apprivoisement, c'est toujours dans l'extrême tendresse, l'extrême douceur. Parce que dans des états de figement, il n'est pas possible d'agir directement. Je ne peux pas me bousculer moi-même ou je ne peux pas bousculer quelqu'un qui est en état de figement. C'est antiproductif, même contre-productif complètement.
Et c'est ce que quelqu'un si moi, j'ai moi-même peur d'entrer dans des états de figement, de voir quelqu'un qui entre en état de figement, ça peut être encore plus paniquant. Et je peux avoir envie de secouer la personne pour qu'elle sorte de là. Surtout, va pas là-dedans, surtout, va pas là-dedans. Et je peux moi-même contribuer à être traumatisant pour la personne parce que j'ai peur, moi, de toucher à l'espace de la personne qui est en face de moi et qui panique. Donc, oui, Oui, vas-y, vas-y. c'est vraiment, je ne peux rien faire directement, je ne peux que accompagner, accompagner moi-même et accompagner l'autre à ressentir qu'est-ce que c'est paradoxal, ressentir ce qui se passe quand je ne sens rien. C'est, pour faire comprendre ça, le dentiste t'anesthésie une dent. Tu ne sens pas la douleur, mais tu Non. sens quand même l'anesthésie. Et tu sais que c'est anesthésié. Et tu sens que tu ne sens pas et que tu sens ta propre bouche quand tu la touches. C'est une drôle de sensation. Tu sens quand même que tu es touché, mais c'est comme bizarre. C'est anesthésié. Et là, il y a comme une partie de ton corps qui n'est plus dans un état habituel. Alors, une des façons pour sortir de l'état d'anesthésie, c'est dans un espace complètement sécurisant, bienveillant, de commencer à observer ce qui se passe en moi et de pouvoir décrire, d'avoir quelqu'un à qui décrire. Par exemple, quelqu'un que je rencontre qui est complètement dans un espace de panique et anesthésie. Je m'efforce d'abord, la première chose, c'est est-ce que tu vois que je suis là? Est-ce que tu sens ma main? C'est j'établis un contact. Là, c'est la même chose. Tu sais, ça peut être dans la rue, ça peut être dans n'importe quelle situation de quelqu'un qui est en crise de panique. Je peux tomber sur quelqu'un qui est en crise de panique. Moi, je me rappelle encore un souvenir, euh, promenade en forêt, et puis il y a quelqu'un qui fait du vélo, du vélo tout-terrain, là, qui tombe et qui perd connaissance, et tout le monde s'affole tout autour. Et tout le monde avec leur téléphone portable, d'appeler, et puis personne ne s'occupe De la du personne. blessé. Personne ne s'occupe, personne ne sait. S'arrêter, donner la main, parler doucement, prendre le pouls. Ça, et ça, c'est des choses qu'on a besoin de développer, c'est de la compassion active. Je dirais que les états de figement, la plupart d'entre nous, et je suppose que tout le monde les connaît à certains moments, et nous ne pouvons pas changer notre enfance, nous ne pouvons pas modifier euh, notre passé. Et en face de ça, la seule chose, c'est plein d'amour et la capacité d'en faire quelque chose, c'est au moins de compréhension de soi, mais aussi des autres. Et dans cette compréhension que les personnes vont réagir différemment. Je ne sais plus quel philosophe anglais a dit, si vous connaissiez l'histoire secrète de votre pire ennemi, vous auriez juste envie de le prendre dans vos bras. Alors, je mettrais une nuance. Si votre pire ennemi a un fusil mitrailleur dans la main et va vous tirer dessus, c'est pas le moment de vous ouvrir vos bras, c'est le moment de vous mettre à l'abri. Mais ça peut vouloir dire aussi même que le pire ennemi, ça peut être
votre mère ou votre père qui est malade Mhm. et de savoir reconnaître que quelqu'un peut être toxique tout en comprenant que sa toxicité, c'est une réaction à des traumatismes majeurs. Et il y a une façon de comprendre aussi bien soi-même, les personnes autour de soi, et même, j'ouvrirai jusqu'aux relations internationales, en comprenant qu'il y a des traumatismes à répétition qui impactent autant notre inconscient personnel, et donc notre corps, mais aussi, je dirais, le corps collectif, l'inconscient collectif, et la façon dont des foules ou des nations peuvent réagir. Et des histoires qu'on voit se dérouler à la télévision, si on regarde juste ce qui se passe dans l'instant, on peut dire ils sont fous, un tel est fou, on peut prendre parti, etc. Alors que si je comprends bien ce qui se passe, combien c'est des choses qui se répètent. Dans les Balkans, certains conflits entre différentes, je dirais, nations ou ethnies, je dirais, ou groupes ethniques, eh bien, ça remonte à plusieurs centaines d'années de guerres, de massacres, etc. Et devant ce qui se passe aujourd'hui, si j'ai une compréhension large, avec une compréhension des différents modes de réaction au traumatisme et les syndromes de stress post-traumatique, je répète, tout en sachant me protéger, je peux arriver à un état où je ne juge pas et je veux simplement aider si la situation le demande. Et je ne peux aider que dans la condition où je ne juge pas, parce que je sais ce que c'est pour moi-même d'être en situation de stress, je sais ce que c'est que d'avoir une réaction intempestive, exagérée, de colère ou de réaction, je sais ce que c'est que d'être figé, je sais qu'il n'y a que le non-jugement et la tendresse envers moi-même, de moi-même envers moi-même et d'autres personnes bienveillantes autour de moi qui peuvent m'aider à fonctionner d'une façon humaine. Donc, je terminerai en disant que la compréhension de toutes ces situations traumatisantes et des syndromes de stress post-traumatique dans lesquels la réaction de figement est, est extrêmement importante à considérer, pour moi, c'est une invitation à l'humanité, à l'amour, à la guérison, au-delà de tout jugement.